Déjà, quand on est une personne de sexe féminin, forcément, on est militante, parce que le fait d'exister, c'est qu'on milite. C'est qu'on a réussi à vivre jusque-là, déjà, c'est qu'on... Ben non, mais c'est vrai. Quelle que soit la profession qu'on ait, quel que soit le statut, qu'on soit des bourges, des proles, les problèmes sur les gonzesses, c'est dans toutes les sociétés. C'est si difficile d'être une femme? Bah, vous trouvez pas, vous? Bah, excusez-moi, mais moi, je trouve, hein. Corinne Maziero, qui est à mes côtés, c'est pas seulement une actrice qui fait courir, enfin pas courir, mais qui a 8 millions de téléspectateurs dès qu'elle apparaît avec sa chapka dans Capitaine Marlowe. C'est pas seulement la militante à l'accent ch'ti, intermittente du spectacle, soutenant François Ruffin aux législatives, ayant fondé il y a 10 ans une association Pataclown pour tous ses amis artistes dans lequel elle investit tout son argent. Corinne Maziero, qui est une fille d'une générosité formidable et que je remercie encore d'être là. C'est quelqu'un qui a eu un parcours insensé. Elle vient de la rue. Elle n'hésite pas à dire qu'elle a été droguée, qu'elle s'est prostituée et que le théâtre l'a sauvée. Et le théâtre nous a permis de découvrir une actrice exceptionnelle entre Depardieu et Gabin, d'une force de jeu sauvage et en même temps d'une délicatesse de pâquerette. Corinne Maziero, qui a été formidable dans Louise Wimmer, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film de Cyril Méneguin en 2012, et qui a été épatante aussi dans les Invisibles récemment, où elle campait la directrice d'un centre d'accueil de femmes un peu perdues, paumées, qui ne savaient plus où aller. Vous êtes une résiliente, Corinne Maziero? Écoutez, je résilie à Roubaix. Est-ce que c'est une bonne réponse? Malgré tout ce qui vous y est arrivé, vous continuez de résilier à Roubaix. Je continue de résilier à Roubaix, tout à fait, chère Fabienne, parce que c'est un lieu très charmant. Oui, on se tutoie d'habitude, mais là, on a décidé d'essayer de se vouvoyer. Elle dit qu'il faut faire semblant, alors on fait semblant. Oui, parce que Roubaix, voilà, il y a le Roubaix de certaines personnes qui payent beaucoup l'ISF, et puis le Roubaix des autres, majoritairement des autres. Devinez dans quel quartier j'habite. Voilà. Alors, je me permets de boire parce que j'ai bu beaucoup de vin blanc avec Guillemette. Et Guillemette de Sino, qui est une journaliste de Télérama. Une très grande journaliste, voilà. Elle ne buvait pas, mais moi, oui. Pardon. Et donc, résilience, oui. Résilience, oui, je pense qu'on est tous résilients de quelque chose. Sinon, on ne serait pas là en train de se parler les uns les autres. Hein. Mais comment le théâtre vous a sauvé? Comment c'est arrivé? C'est arrivé en 20 minutes, sur un plateau, exactement le même genre de plateau, comme ça. Un plateau nu. J'ai été venu aider des copains à porter des caisses, on va dire ça comme ça. Et je vois des mecs et des nanas faire des trucs physiques, machin, ça. Et la metteur en scène m'a dit, plutôt que de rester là comme vous êtes, là, à vous faire chier à nous regarder, montez sur le plateau, faites les exercices avec nous. Puis là, voilà, j'ai fait un exercice et puis j'ai dit, moi, je descends plus. Elle m'a dit, oui, mais tu n'es pas dans la distribution. Je m'en fous, voilà. Donc elle m'a fait sortir du plateau en me promettant un rôle pour son prochain spectacle, un tout petit rôle de rien du tout. Et puis j'ai dit, ok, comment on fait pour jouer? J'avais jamais vu. Donc je suis allé, ça se passait dans une scène nationale à Douai, qui s'appelle toujours l'Hippodrome, qui était tenue à l'époque par les Poquet. Et puis cette metteur en scène, c'était donc Bernadette Poquet. Elle m'a dit, pour apprendre, pour te faire un avis sur ce que c'est que le spectacle vivant, va voir les spectacles. Il y en avait énormément à l'époque. C'était une autre époque, bien sûr, où il y avait beaucoup de gens, des petites compagnies moyennes et grandes qui tournaient un peu partout, et beaucoup de théâtre de rue aussi. Et donc, je suis allé voir et je me suis fait ma propre petite opinion sur plein de choses, la danse, la musique, du théâtre de salle, du théâtre de rue, des trucs chiants, des trucs pas chiants, que moi je trouvais chiant ou pas chiant, bref.
Puis avec tout ça, j'ai mélangé. Après, je suis allé voir des trucs de festival de cinéma. Je connaissais pas, moi, je voyais ce qui passait à la télé, point barre. Et puis le premier truc qui m'a marqué, c'était un jeune cinéaste. Moi, je pensais que c'était un jeune cinéaste de l'époque, un Américain, qui s'appelait John Cassavetes. Je dis, ah putain, ouais, ok, bon. Et il y avait 3 films à lui qui étaient présentés. Et le premier truc que j'ai vu, c'était Faces. J'ai dit, ouais, putain, du noir et blanc, alors qu'on était quoi dans les années, je sais pas, dans les années 90, un truc comme ça. Un Américain qui fait ça, puis en plus avec des vraies gueules, parce que dans ce film-là, ceux qui l'ont vu, Gena Rowland, elle est enceinte en fait. De toute façon, on le sait pas dans le film, mais une grosse tête comme chaud. Puis ils sont pas maquillés, les mecs on voit, ils ont de l'acné et tout. J'ai dit, ouais, putain, c'est trop bien ça. Donc je suis sorti, je suis allé voir le deuxième. C'était un truc qui s'appelait Opening Night, qui parlait du théâtre. Elle m'a dit, il faut aller voir ça, ça parle du théâtre. Et puis j'ai dit, ouais, putain, c'est trop bien, moi je veux faire ça. Hein. Et puis au troisième film, c'était Shadows. J'ai compris que, déjà que le mec était mort et que c'était un truc qui datait des années 60 et 70. Et là, voilà, j'ai dit, tout ça, je l'ai mis dans mon petit truc. Et puis j'ai fait une proposition à Bernadette pour le personnage. J'avais 3-4 répliques à dire à tout casser. J'ai dit, moi, j'aimerais bien être en fauteuil roulant. Pourquoi? Je sais pas. Donc je suis allé chercher un fauteuil roulant à la pharmacie. Puis après, je me suis fait mon costume. Parce qu'elle en avait rien à foutre, donc on faisait comme on voulait. Donc j'ai fait un costume ridicule, c'était ni fait ni à faire, mais bon. Voilà, puis je dis, puis à un moment, je vais me lever de la chaise roulante. Ouais, ok, fais ce que tu as à faire. Bref, j'ai fait mon truc. Et la première fois que j'ai joué, donc c'était comme ça, une salle un peu plus petite, la salle OB de l'époque. C'était blindé, puis il y avait un mec, un metteur en scène dans la salle, et puis il m'a embauché le jour même. La première fois, je suis monté sur scène, et puis ça s'est jamais arrêté. C'était le fils de Bernadette, Thierry Poquet, qui avait une grosse compagnie de théâtre de rue qui s'appelait Collectif Organum. Et j'ai bossé avec eux. Là, j'ai découvert encore un autre univers qui est celui que je préfère, le théâtre de rue, parce que là, c'est un mélange de théâtre, pour moi, hein, de théâtre de salle et de cinéma. C'est one shot. Et c'est, voilà, tu fais ce que tu veux, mais il faut jouer à 360 degrés, il faut jouer avec tes partenaires, avec les gens dans la rue, tu sais jamais ce qui peut arriver, on peut te cracher à la gueule, on peut t'applaudir, on peut te faire des bisous, on peut... N'importe quoi, il faut réagir toujours dans le jeu, et ça, c'est une putain d'école, quoi. Voilà, moi j'ai appris comme ça, et c'est comme ça que ça m'a changé toute ma vie. Et là, il se levait, il m'a de la danse, quand même. Ouais, alors la première chose, c'était, oui, moi je voulais faire de la danse parce que, je sais pas pourquoi d'ailleurs, on s'en fout, bref, je voulais faire de la danse. Ah si, parce que j'avais vu un truc à la télé, ça se passait à l'Opéra de Paris. Comment ça s'appelait ce machin-là? C'était un feuilleton, à l'époque ça s'appelait des feuilletons. Hein? Nagereux. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et les mômes, les petits, ils faisaient petit rat de l'opéra. Je dis, ouais, putain. Donc moi, à 10 ans, je pensais que ma vie était finie parce que j'avais plus que 7 ans et donc je ne pouvais pas rentrer à l'Opéra de Paris. Je vais faire de la danse classique. Et puis, je suis tombé sur une mauvaise personne, en fait. Une nana qui était une prof de danse classique à l'ancienne, juste au corps noir, avec le machin comme ça, avec le bâton, en faisant puis on faisait des trucs. Et puis, il fallait être habillé avec des justes au corps de telle couleur, selon l'âge, nanana. Et moi, je faisais, quand j'étais au CM2, je faisais déjà 1m70, je faisais du 41, donc je rentrais pas trop dans les machins. Donc ma mère, elle m'avait filé comment ça s'appelle, un juste au corps de gymnastique qu'ils faisaient dans la salle des fêtes du bled où j'étais, un truc noir. Et elle m'avait arrivé ça, elle dit, ah non, ça c'est pour la catégorie des adolescents, vous, c'est le truc rose, machin, mais... On n'avait pas de thunes pour faire ça. Donc, elle m'a dit non, il faut changer le collant et tout ça. Moi, j'avais les collants couleur chair de l'époque, des bonnes femmes, quoi. Et puis, j'avais pas les chaussons, machin. Donc, ça a été tout un truc de me faire comprendre que j'étais pas assez riche pour faire de la danse. J'ai quand même réussi à les avoir. Et puis après, elle m'a dit un jour, mais de toute façon, tout est trop grande, tu feras jamais danseuse, t'es beaucoup trop grande. Regarde comment t'as vu ta tronche et tout. Et ça m'a cassé, mais cassé, tout s'est effondré. Je me suis dit, bah voilà, ma vie est finie. Donc je me suis retrouvé dans un cours de danse contemporaine. Je ne savais même pas ce que c'était. On appelait ça de la danse moderne à l'époque. Puis je suis tombé sur une meuf super chouette, vraiment une gonzesse d'enfer,
La première fois que je suis arrivé, ils étaient sur le plateau comme show. Ils mettaient Pink Floyd, à l'époque c'était la mode des Pink Floyd, ils mettaient Pink Floyd Money. Puis je voyais que tout le monde était par terre, j'étais sur le toit comme ça, donc je me suis mis allongé comme ça. Enfin comme ça. Puis je regardais ce que les autres faisaient. Puis elle avait mis Money, là. C'est un morceau qui dure, ceux qui ne connaissent pas, ça dure des plombes. Et puis les filles, elles commençaient, il y avait un mec seulement, il commençait à faire des trucs comme ça, enfin elle faisait ce qu'elle voulait. J'ai dit bon, il faut se lever, donc je me levais, je voyais une qui faisait ça, alors je faisais ça. Voilà, puis en fait j'ai compris qu'il fallait faire ce qu'on avait envie, quoi. Et ça, moi je savais pas qu'on avait le droit de faire ce qu'on avait envie. Donc elle m'a appris, en fait, quelque part, celle qui m'a initié à l'improvisation et à se laisser aller. Alors je dis pas que j'étais pas une très bonne danseuse, hein, mais en tout cas de se libérer, puis de pas avoir peur du regard des autres. Elle me disait mais t'as des grandes jambes, t'as des grands bras, traverse le plateau, serre-toi de ça. Mais moi j'avais un peu honte, hein, parce que moi j'avais des longs cheveux, je mettais mes cheveux comme ça et me mettais toujours dans le fond, poussais devant et tout ça. Et puis c'est là que j'ai compris qu'on pouvait ne pas avoir honte de ce qu'on était, quelle que soit la personne qu'on était. Voilà. Et puis après, après la vie a fait que j'ai dû arrêter. Jusqu'au jour où j'ai rencontré... Mais pourquoi vous aviez honte de ce que vous étiez? Ça, c'est pour des raisons qui n'intéresseront pas beaucoup de gens ici, mais parce que la vie fait que on rencontre des gens pas forcément bien intentionnés, des fois qui font mal sans même s'en rendre compte. Hein, s'en rendre compte, c'est... Voilà, on entend des choses, et puis on subit des choses... je veux dire, on est nombreux ici. Je suis sûr que sur chaque rangée, toutes les 3 personnes, on sait qu'il y a quelqu'un qui a vécu un truc pas cool dans l'enfance, quoi. C'est ce qui m'est arrivé. Donc tout ça fait qu'à un moment donné, je me suis dit, effectivement, je suis qu'une merde, je suis bonne qu'à me faire fourrer, je suis bonne qu'à ceci, qu'à cela. Je vous dis ça avec les mots de maintenant, hein. Quand on est môme, évidemment, on ne réfléchit pas comme ça. Et je pense que tout ça fait que ça se met, je suis pas psy, je sais pas expliquer le machin, mais il se trouve qu'à un moment donné, ça donne, j'ai honte de ce que je suis, et c'est peut-être pas bien de le donner à voir aux gens, ça n'importe rien. Mais quand vous dites que vous vous êtes libéré sur le plateau, que la danse, vous avez découvert la liberté du corps, c'était une éducation très sévère, très violent, c'était... Chez moi ? Ouais. Ah non, pas du tout. Non, moi je viens d'une famille de cocos des deux côtés, où c'était... Non, c'était au contraire... en plus, on était athées, anticlérical, pas de ça chez nous, comme on disait, machin. D'ailleurs, moi, quand j'étais petite, dans le bled où j'étais, on était la seule famille à pas aller à la messe le dimanche. Enfin non, il y avait une autre famille, eux, ils étaient musulmans, donc ils n'y allaient pas non plus. Donc moi, j'allais à la piscine, et il y avait mes copines, j'étais gosse, hein, j'étais à l'école primaire. Mes copines, elles disaient « Ah, mais... c'est chiant parce que quand tu vas mourir, tu vas aller en enfer. » J'ai dit « Ouais, mais si l'enfer, ça n'existe pas. » Ah ouais, mais dans le doute... Donc déjà, à l'époque, nous parlions de Pascal sans le savoir. Elle dit « Ouais, mais... » Donc ma copine de l'époque, elle me dit « Ouais, mais alors, admettons que quand même ça existe, on ne sait pas, mais au cas où, tu devrais quand même, je sais pas, te faire baptiser en cachette, comme ça, si jamais... » Bon, évidemment, je ne pouvais pas, ça c'était vraiment renier les idées, etc. Et donc, un jour, j'ai demandé à ma mère si je pouvais aller jeter un œil à ce que c'était qu'une messe à l'église du village. Et là, c'était la honte, hein, parce qu'il fallait... J'avais le poids de la famille, tu vois, anticléricale. Donc, elle a fini par dire OK. J'y suis allé, mais du coup, je restais assise pour bien montrer que je n'étais pas comme les autres. Et puis, ça avait un côté transgressif. Ça n'a rien à voir, ce que je vous dis, avec la question. Mais je ne sais pas pourquoi je le dis. Mais si, quand même, quelque part. C'était le côté, je ne suis pas comme les autres, mais il faut l'assumer. Il y avait un côté comme ça. Bon, voilà. Donc, je suis allé voir ce truc-là. Ce n'est pas du tout intéressant, mais... Mais vous étiez rebelle, quand même, à votre milieu, à tout ça, vous... En tout cas, Est-ce que le côté artiste qui s'est développé après a tenu de cette rébellion-là à l'âge de 13 ans? Mais je pense que chez tous les artistes, tout vient... non, c'est complètement con ce que je dis. Peut-être, je pense que de toute façon, on est ce qu'on a vécu avant. Et vous parliez de la résilience en début de débat. On subit ça, ce qu'on a... Je pense, hein, peut-être je me trompe, mais je pense qu'on subit ce qu'on a vécu quand on est môme.
les mauvais et les bons côtés, les bonnes et les mauvaises expériences. Puis chacun en fait ce qu'il peut et ce qu'il veut. Hein. Et chez les artistes, je pense qu'évidemment, on se sert de ça consciemment ou inconsciemment. Hein, mais évidemment. Alors moi, je viens d'un milieu où c'était effectivement la base, c'était de se rebeller, puisqu'à l'époque, voilà, c'était pas. Bah, encore maintenant, encore pire maintenant, de gauche, c'était pas tellement bien vu. Et puis donc se rebeller forcément contre tout ce qui était tout ce qui nous amenait à rentrer dans le moutonnage, à dire amen ainsi soit-il aux injustices, au racisme ambiant, au sexisme, etc., etc. Quoi. Je ne vous fais pas la liste, c'est toujours la même façon. Mais voilà, je pense que oui, ça a aidé beaucoup. Puis après, ben, soit on va contre ça, soit on va avec tel quel ou en le modifiant, et c'est ce qui s'est passé. Mais alors, bon, moi je ne suis pas très famille, mais le côté rebelle, ouais, c'est resté. Puis bon, moi j'ai cru après que... Pourquoi pas famille? Bah, pour les raisons que j'ai évoquées, parce que c'est un truc, je ne veux pas rentrer dans les détails, parce que je ne veux pas mettre des gens mal à l'aise, et puis voilà, puis on n'est pas ici dans un tribunal. Puis quand je dis famille, c'est au sens large, hein, je ne parle pas... bon, bref. Puis il y avait un côté aussi pondre à neuf, donc mettre au monde quelqu'un, c'est quelque part, ça regarde que moi ce que je dis là, hein, mais c'est bon, voir une continuité de soi, enfin bref, c'est un petit bout de soi dans une autre personne. Moi, j'ai pas envie de faire subir ça à quelqu'un, j'ai pas envie de dire ah, t'as vu, tu me ressembles, quoi, voilà le cadeau, quoi. Sincèrement, hein, je veux dire, je trouve. Est-ce que vous ne vous trouvez pas assez bien pour avoir un enfant, c'est ça? Ou... Mais qui peut se juger assez bien pour retransmettre quand je dis les gènes, c'est pas que l'ADN, mais qui peut dire ça aujourd'hui? Après, adoption, tout ça, à fond les ballons. Ah bah ouais, aider les gens d'une autre manière, enfin ouais. Mais je juge pas, hein, chacun fait ce qu'il veut, mais moi je me vois pas mettre au monde quelqu'un avec la responsabilité que ça... Je parle même pas économiquement, hein, mais... alors encore plus maintenant, tiens, je t'offre ce joli monde qui va s'écrouler dans quelques années. Dis merci à maman. Mais tout ce que vous avez vécu de tragique, quand même, est-ce que c'est aussi ce qui a donné matière à des interprétations aussi formidables dans Louise Wimmer, dans Les Invisibles et dans des tas d'autres choses? C'est ce vécu. La rue, vous avez connu. Oui, oui, mais moi, je tiens vraiment à ce qu'il soit... Enfin bref, comment dire? Il y a ça, ce que je vous raconte là, qui, moi, me nourrit pour ce que je suis. Et je dis pas que ce que je suis, c'est bien, hein, mais en tout cas, je m'arrange avec maintenant, ça va. Mais après, il y a le boulot. Et dans des trucs comme Louise Wimmer, Les Invisibles, Discount, etc., là, ça n'a rien à voir. C'est l'œuvre de quelqu'un, d'un réal ou d'une réale, d'une metteuse ou d'un metteur, qui écrit un truc et qui ensuite demande à des interprètes d'interpréter une situation, des situations, etc. Bon, il se trouve que moi, comme tous les comédiens, hein, on réagit chacun à sa manière face à une proposition de mise en action, acteur, action, machin de ça. Donc effectivement, je suis obligé de faire avec ce que je suis, donc avec mon passé. Mais en revanche, tout ce qui est, par exemple, Wimmer, etc., ça c'est Cyril Ménéguin qui a écrit le truc. Pour Les Invisibles, Discount et Carole Mathieu, c'est Louis Julien. Et à chaque fois, c'est... Voilà. Et nous, on se glisse là-dedans, on fait des propositions qui sont acceptées ou pas. Et parfois, c'est hyper cadré. Et puis, il y a juste à... En tout cas, pour Louise Wimmer, c'était ça. Moi, les premiers jours, j'ai vraiment... Je me disais, mais qu'est-ce que je fous là, quoi? Elle ne parle pas beaucoup, en plus, Louise Mais non. Wimmer. Alors ça, j'adore. Moi, franchement, les films où on ne parle pas, merci. Hein. Seigneur, merci beaucoup. Ah oui, vous n'aimez pas parler, vous préférez le silence? Elle m'a cassé. Ça veut dire ferme ta gueule 5 minutes, parce qu'on a 40 minutes. Non, mais pour un acteur, c'est pas plus difficile. Je ne sais pas si c'est plus difficile, mais personnellement, après, je ne dis pas que c'est normal. Moi, je préfère quand il n'y a pas de texte. C'est 10 fois plus mandant. Enfin, et puis en plus,
mais peut-être que je me trompe. Je pense que c'est plus intéressant de filmer une action où il n'y a pas de... où on met du stabilo boss parce qu'on pense que les spectateurs, les spectatrices, ils ne vont pas comprendre et c'est pas des teubés non plus. Enfin, il y en a, mais pas plus teubés que nous, quoi. Fait que moi, je trouve ça 10 fois plus mordant quand je suis spectatrice de voir un truc où ça cause pas trop, voire pas du tout, voire même où ça bouge pas. Comme par exemple au Cinoche, moi le truc qui me fait kiffer, le truc qui m'énerve, c'est les caméras à la mode Lars von Trier. Comme vas-y, putain, au bout de 2 minutes, tu as envie de gerber, tu vas te calmer, là, calme ta caméra. Parfois c'est justifié, mais pas tout le temps. Bon, ça a été une mode à une époque, maintenant ça commence à se calmer. Moi j'aime bien les cadres, j'y connais rien en technique, hein, mais quand je regarde, je parle quand je regarde, et puis qu'on voit des figurants dans le fond, on voit des actions, puis là, ça fait comme un tableau, tu fais, il se passe un truc, alors, il y a des fois des gens qui parlent, les acteurs principaux, tu fais, ouais, c'est ça. Puis toi, tu regardes dans le fond, puis il se passe comme la coccinelle de Gottlieb. Vous voyez la BD Gottlieb, il y a toujours une coccinelle des fois qui arrive, qui fait un petit truc, puis on oublie, voilà. Moi, c'est ça que je kiffe, et donc c'est ça que je kiffe de faire et au théâtre, et au cinéma, et à la télé. Mais malheureusement, c'est la mode de faut parler, faut expliquer, faut surligner. D'où ça sort ce truc-là, je sais pas. Heureusement, maintenant, dans les nouvelles séries, pas mal britanniques, australiennes, américaines, allemandes, les Norvégiens aussi sont bons là-dedans, les Danois. Heureusement, ça change. Heureusement. Mais, pardon de vous couper, mais point de suspension... Qu'en est-il de la France? Eh bien, je ne sais pas. Il faudrait poser la question aux responsables de tout ça. Comment vous travaillez? Parce que là, vous dites que vous improvisez beaucoup. Là, je vous ai vu travailler tout à l'heure parce que vous êtes arrivé un peu en avance. Vous travaillez sur le prochain Capitaine Marlowe. Vous m'avez dit que vous réécriviez. Comment ça se passe? José Dayan accepte tout ça? Vous réécrivez tout? Vous parlez en ch'ti aussi parfois? Ouais, mais je ne fais pas ça qu'avec José. Moi, je l'ai toujours fait, même quand j'avais une journée de tournage ou une demi-journée avec une ligne, machin. Moi, j'ai toujours... Alors, à l'époque, j'apprenais ce qui était écrit, et puis je réécrivais, j'apprenais ma version et la version écrite. Et je demandais rien à personne, je faisais à action, je le faisais. Si ça plaisait, ça passait. Si ça plaisait pas, le mec ou la nana me disait non, 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 on refait. Voilà. Je m'en foutais, j'avais appris les deux. Mais je l'ai toujours fait. Parce que je trouve, encore une fois, je ne dis pas que j'ai raison, hein, mais moi je trouve que c'est, quand on met ça dans notre bouche et sans connotation sexuelle, c'est plus vrai. Voilà, chacun a son phrasé, sa manière de respirer, de laisser des silences ou pas. Il y a une musique qui appartient à chaque comédien, moi je trouve, hein, et que c'est dommage de s'en priver. Parce qu'après... Si vous regardez des séries, enfin, je ne vais pas balancer des noms, il suffit d'allumer la télé. Hein. Eh ben, voilà, ça fait chant contre chant. Donc, on filme, pour ceux qui ne savent pas, voilà, on est en train de parler. Donc, il y a une caméra qui filme Fabienne, après une caméra moi. Et voilà, c'est blablabla. Puis au bout de 5 minutes, on est... Voilà. Ça, c'est un petit peu casse-couille. Donc, je trouve que ce phrasé, les silences, tout ça, ça manque. Et donc, je réécris les choses. Et puis, il se trouve que, en l'occurrence, sur Marlowe, José me laisse faire. Bien sûr qu'elle me laisse faire. Des fois, elle n'est pas d'accord avec des trucs. Et puis, vous m'aviez dit qu'elle vous censurait parfois, parce que vous y allez parfois contre le gouvernement, contre la droite. Pas que. Ah ouais, ben non, je trouve que c'est... Pourquoi ne pas se servir de notre, entre guillemets, art? Parce qu'il y en a qui vont dire pas de l'art à la télé. Bon, okay. Pourquoi pas se servir de ce qu'on fait pour inciter à... C'est très... Comment on appelle ça? C'est pas très humble ce que je suis en train de vous dire. Mais je dis, après tout, ma parole en vaut une autre. Pourquoi j'aurais pas le droit de le dire? Voilà, pour faire court. Donc, parfois, il y a des situations dans les scénarios et machin, ça. Et quand je les réécris, ça me fait penser à un truc d'actualité. Ou alors, des fois, c'est encore plus con, c'est à une blague qu'un copain m'a dit. Donc, je dis, bah, tiens, je vais mettre une blague pour un copain que personne ne comprend, mais je m'en fous. Il y en a un qui va comprendre
Et rien que ça, c'est jouissif de se dire. C'est trop marrant. Voilà. Donc, voilà. Et puis parfois, c'est vrai que je dis des trucs qui sont un peu... Enfin, moi, je trouve pas ça trash du tout, mais il y a des décideurs qui trouvent que ça, faut pas que ça passe, ça peut pas passer. Donc, on laisse pas juge le spectateur, semble-t-il. Donc, il y a des pressions qui se font, puis c'est pyramidal. Hein. Et puis parfois, José, ça arrivait, allez, 3 fois. On est au 20e épisode, hein, ça arrivait 3 fois. Où elle m'a dit, là, c'est un peu... Bon. Donc maintenant, moi, je le fais. On a trouvé là-dessus, on s'entend très bien dessus. C'est-à-dire qu'elle me laisse faire. Puis, de toute façon, elle est au montage, elle fait ce qu'elle veut. Donc, elle me l'a dit. J'ai dit, OK, on fait comme ça. Comme ça, moi, j'ai pas de remords. Elle non plus. Et on se débrouille très bien comme ça. Qu'est-ce que vous avez pensé du mouvement des Gilets jaunes ? Vous en étiez ? Je n'en pense que du bien. Je ne comprends pas comment on peut même ne pas en penser du bien. Comment on ne peut pas penser du bien du fait qu'une majorité de personnes s'interrogent sur leur avenir et sur le comment faire pour ne pas se laisser faire. C'est un truc, mais ça je le raconte tout le temps, sans déconner quoi. Depuis, bon, je dis pas qu'il faut faire ça, mais enfin bon bref, moi je vous l'ai dit, je viens d'une famille où c'était un peu militant, famille au sens large où c'était très militant. Voilà, donc c'est pas surprenant. Communiste plutôt, hein. Vous alliez à la fête de l'humanité. Ouais, voilà, c'était essentiellement Coco, mais à l'époque, dans le Nord-Pas-de-Calais, la majorité des ouvriers, on dit plus ouvriers maintenant, c'est dommage, comme dirait Franck Lepage. Mais voilà, donc majorité de Coco. Et donc voilà, j'avais cette tradition en moi, mais pourquoi je disais ça? Comme avez-vous demandé? Non, je vous parlais des Gilets jaunes. Ah oui, des Gilets jaunes. Voilà, ces gens, la majorité des gens qui vont maintenant manifester le samedi, je vous invite à nous rejoindre, ou sur les ronds-points régulièrement, etc. Moi, depuis 2003, où on a commencé régulièrement, je fais partie d'un mouvement qui s'appelle les Interluttants 59-62 Méfiteux, dans le Nord, comme vous pouvez comprendre. 59-62, bah oui, Méfiteux. Oui. D'accord. 62 Méfiteux, c'est important là. Et donc, section bourrin. Les bourrins, c'est ceux qui font les actions. D'ailleurs. Pourquoi bourrin? Bourrin, c'est ceux qui réfléchissent pas, qui foncent. Parce que. C'est vous, bourrin? Moi, je trouve que c'est. Je dis pas que c'est mieux ou que c'est moins bien. Je trouve qu'à un moment donné, il faut un peu de tout dans un mouvement pour que ça bouge. Il faut des gens qui soient posés. Il faut qu'il y ait des gens qui puissent avoir peur pour dire à un moment attention, dangereux, des gens qui n'aient pas peur, des gens qui foncent, des gens qui discutent des lois. Enfin, il faut un panel de gens, voilà. Et plus on est différent, et mieux ça passe tout le temps, comme dans la vie, quoi. La mixité, c'est plus à prouver. Ça, c'est plus on est l'un dans l'autre, et puis famille tuyau de poil, et moins on est intelligent. Ça, on le sait bien. Donc plus on est mélangé, mieux c'est. Et donc, dans ces trucs-là, on faisait beaucoup d'AG en 2003 pour les mouvements, notamment intermittents. Il n'y avait pas eu de festival à Avignon à ce moment-là, en 2003, voilà, à cause des intermittents. Ouais. Dont vous étiez d'ailleurs à l'époque pour bloquer le festival d'Avignon. Alors, la première année, moi, je n'étais pas à Avignon. Je suis retourné après où j'ai voulu bloquer. Je me suis fait traiter de bourrin bourré, d'ailleurs. On est arrivé au Palais des Papes où on nous avait dit qu'il n'y avait pas de répète et tout. C'est bizarre quand même, chez des marins de maille, ils sont pas en train de répéter au Palais des Papes, il faut me la faire. Et on est en train de boire un truc comme ça, bon, un peu plus jaune avec de la mousse. Et puis j'ai vu une petite porte devant le Palais des Papes avec des gens qui déchargeaient du matos, quoi. Je me suis dit, là, il y a un truc. Donc, puis il y avait une técos qui était là en train de charger, qui a compris qu'on faisait partie de la coordination, qui nous a fait... Donc j'avais mon verre à la main, je suis rentré, et puis j'ai dit aux copains de venir, on est arrivé, il y avait un spectacle qui se donnait pour les journalistes, entre autres. Voilà, donc on est arrivé en disant ce qu'on avait à dire, on a interrompu le truc. On s'est fait traiter de tous les noms. Putain, les mecs, ah mais vraiment, on s'est fait démonter la gueule. Bon, ce que je peux comprendre, hein, c'est pas rigolo, mais la lutte, c'est pas un truc rigolo, et on fait pas ça pour faire les guignols. Là, je rigole, mais il y a des fois... on emmène par l'âge. Et tout ça pour vous dire que les bourrins, donc c'est ceux qui partent en action comme ça. Mais à mon sens, il ne faut pas qu'il y ait que des bourrins et des gens qui ne le sont pas. Il faut qu'il y ait les deux. Pour qu'à un moment donné, c'est comme tout. On doute, machin, les bourrins, ils y vont, les autres viennent derrière. Et des fois, on va trop loin et les autres viennent. Voilà.
Et puis, on n'est pas que bourrin. Un coup, on est bourrin, un coup, on ne l'est pas. Et tout ça pour dire que chez les Gilets jaunes, donc depuis 2003 où je fais partie de ce truc-là, où on se disait mais comment faire une interlude, c'est-à-dire pas seulement rester dans le milieu intermittent, mais et artiste et ça. Comment faire pour qu'il y ait cette interlude, cette convergence des luttes. Alors parfois il y avait des infirmiers, des étudiants, etc. qui venaient et nous on allait aussi dans leur lutte, des ouvriers qui faisaient grève dans leurs usines, etc. Et puis soudain, l'année dernière, on apprend que des gens qu'on essayait pas de convaincre, mais de venir nous rejoindre dans la lutte, bah en fait, c'était comme sur un plateau. Les gens s'étaient mis à discuter entre eux, à échanger, à dire bah non, on n'est pas d'accord, il faut faire quelque chose, il faut que ça bouge. Et là, bah moi, avec ça, déjà, moi, ça m'émeut, parce que me dire de ne pas avoir cette culture de la lutte, bah, je ne suis pas en train de dire que j'en ai une non plus, mais enfin, un petit peu. De ne pas avoir l'habitude de se battre, de ne pas avoir l'habitude de se dire merde, j'ai le droit d'exister, j'en ai marre d'être dans la merde, j'en ai marre de voir ou des gens autour de moi. Moi, j'ai les poils qui se dressent. Bon, là, je les ai épilés, on ne le voit pas trop, mais sans déconner, moi, c'est un truc qui m'a ému énormément. Et alors, au début, dans le milieu interluttant, malheureusement, chez des super potes, même des fois, hein, artistes ou techniciens, ils disaient « Ouais, mais c'est pas notre lutte. » Quoi, c'est pas notre lutte? Enfin, c'est hallucinant. Ouais, mais Gilets jaunes... Vous sentez que les Gilets jaunes, c'est votre lutte? Mais on est tous des Gilets jaunes. Vous en êtes une, tous les gens qui sont là. Les Gilets jaunes sont des gens qui font partie d'une société. On fait tous partie de cette société-là. Donc, après, vous êtes peut-être des Gilets jaunes qui sortaient pas le samedi, mais pourquoi pas? Mais... qui ne s'est pas dit à un moment donné, c'est pas normal ce que je vis là, c'est pas normal cette manière dont je suis traité au boulot, ou c'est pas normal comment on traite... tout le monde s'est posé cette question-là, donc on est tous des Gilets jaunes. Après, est-ce qu'on fait la démarche d'aller plus loin et d'essayer de faire bouger les choses en cherchant, en discutant, en militant, en manifestant? Ça, c'est autre chose. Vous militez, vous, en ce moment? Qu'est-ce que vous faites? Bah, ce que je fais, c'est que déjà, je viens parler avec des gens, comme aujourd'hui. Déjà d'en parler, je ne suis pas en train d'essayer de convaincre des gens, hein, mais déjà de parler. Et même de parler avec des gens qui ne sont pas d'accord avec ça, c'est déjà en parler, ouvrir la discussion. Déjà, ça, c'est une manière de militer. La deuxième chose, c'est... moi, je fais partie, comme je vous ai expliqué, de ce mouvement interluttant qui existe depuis 2003. Alors malheureusement, avec le boulot, j'y vais pas souvent, mais bon, on se démerde comme on peut. Je manifeste quand je peux. Samedi dernier, j'étais encore là, c'était pour le climat. Après, avec les gilets, puis pas que les gilets, enfin avec tout le monde, quoi. Régulièrement, de marrainer des assauts, voilà, quand c'est possible, parce que bon, il y a 25 000 demandes par jour, donc on peut pas. Si on veut faire les choses bien, on peut pas faire pour tout le monde. Mais en tout cas, oui, de parler de tout ça, puis de s'informer, c'est une manière de militer aussi. Je pense, hein, je dis pas que c'est vrai, mais moi je pense que c'est ça. C'est pas simplement bouffer l'information qu'on reçoit d'une chaîne de télévision, d'une chaîne de radio ou d'un canard, que ce soit Internet ou Paplard. C'est d'aller chercher partout et puis de se faire son idée, de dire bah là je suis d'accord, mais là je suis plus d'accord. Ça c'est militer aussi, pas je trouve. Hein. Vous avez milité pour tout ce qui s'est passé en ce qui concerne les femmes, par exemple, le mouvement MeToo, tout ça fait partie de vos luttes, ça aussi, la manière dont on a traité les femmes dans le métier ou dans le métier de comédien, de comédienne. Ben, c'est pas la peine de parler au passé, hein. Et puis c'est pas que le métier de comédien, de comédienne. D'ailleurs, il n'y a pas que les acteurs et actrices, parce qu'il y a aussi des mecs hein, qui sont harcelés. Abusés sexuellement, psychologiquement. Il n'y a pas que des meufs, mais majoritairement des meufs, oui. Après, lutter pour ça, je pense que déjà quand on est une personne de sexe féminin, forcément, on est militante, parce que le fait d'exister, c'est qu'on milite. C'est qu'on a réussi à vivre jusque-là, déjà, c'est qu'on... Ben non, mais c'est vrai. Quelle que soit la profession qu'on ait, quel que soit le statut, qu'on soit des bourges, des proles, les problèmes sur les gonzesses, c'est dans toutes les sociétés. C'est si difficile d'être une femme? Bah, vous trouvez pas, vous? Bah, excusez-moi, mais moi je trouve. Hein. Après,
Et ce qui est difficile en plus, même, alors après à tous les niveaux, si on vit dans un milieu, déjà on va partir petit, si on vit dans un milieu familial qui est très patriarcal, très sexiste, très machiste, déjà je sais pas gagner, hein, quand tu arrives et que tu as le truc à l'intérieur et pas dehors, bon, t'es mal barré. Après, si tu viens au monde dans une famille, on va dire, tolérante vis-à-vis des personnes... alors, je parle des personnes de sexe féminin et masculin, je parle même pas quand tu es transgenre. Alors là, c'est encore... là, tu cumules. Hein. Ça, on n'en parle pas assez, d'ailleurs, de ça. De la transidentité, etc. Mais quand tu es une personne de sexe féminin comme ça, dite comme ça à la naissance... ouais, faut te bagarrer pour tout. Bah, je veux dire, c'est pour moi qui l'invente. Hein. Les écarts de salaire, ça existe ou pas? Bah ouais. À qualité égale, on n'est pas payé pareil. C'est tout un bordel pour s'imposer autrement que par. Bon, moi, j'ai vraiment eu du bol de pas être belle parce que quelque part, non, mais je veux dire, non, t'es gentil, vous êtes sympathique. Je vous remercie, Fabienne. Merci beaucoup. Pardon, ça m'a échappé. Comment dire? Oui, j'ai une beauté spéciale, comme on dit. Voilà. Parfois, les gens d'arrière me disent « Ah, c'est vrai, vous êtes plus belle en vrai que... » Voilà. Non, mais il y a quand même une volonté dans Capitaine Marlowe, avec la chapka, tout ça, il y a quand même une volonté nette de s'en les dire, Corinne. Alors oui, et de mon côté, oui. Pourquoi je vous le dis? Et pourquoi ça? Parce que quand tu es une personne de sexe féminin et que tu fais ce métier-là, pas que ce métier-là, c'est tout de suite... moi, au début, quand j'ai dit que je voulais faire la fameuse histoire que je vous ai racontée, là, où j'ai décidé de faire, pas forcément comédienne d'ailleurs, mais d'être sur un plateau, on m'a dit « Mais t'as vu ta gueule? Tu crois que tu vas être comédienne ?» Mais sérieux, hein? Et des copains hein, qui me disaient ça. « T'as vu ta gueule? Non mais en plus, t'as vu ton accent, excuse-moi, mais puis t'habites dans un bled trop du cul du monde, tu crois que tu vas faire ça ?» Enfin bref. Bref, ce que je voulais vous dire, c'est qu'en n'ayant pas les traits... de la beauté classique qu'on voit dans les machins de mode, etc., etc. Bah, du coup, j'ai pu me faufiler à d'autres endroits, puis j'ai pu me servir d'autres armes que celles simplement de l'aspect. C'est-à-dire que si on me castait, c'était pas pour ma tronche, grosso merdo, c'était pour autre chose. Et ça, en fait, ça c'était un bien. Et maintenant que j'ai passé la cinquantaine, moi, j'ai l'habitude de... Une gonzesse qui a été castée et qui a fait carrière, quand je dis carrière, qui a bossé, hein, ça ne veut pas dire être connu. Quelqu'un qui a été casté, auditionné, embauché parce que le rôle des jeunes premières, vous voyez un peu ce que je veux dire? Moi, ce n'était pas mon cas. Bah, arrivé à 50 balais, dans le cululu. Alors, bon, je ne dis pas que c'est comme ça pour tout le monde, mais la majorité, bien sûr que oui. Le tunnel des 50, hein, c'est pas pour rien. Je veux dire, il suffit de regarder aussi cinéma, télé, même au théâtre, hein, dans tous les spectacles vivants. Bah, les meufs qui ont passé 50 balais, encore qu'au théâtre, parce qu'avec le maquillage, je te fais faire croire que... Ce qui est complètement ridicule. Hein. Mais pourquoi les femmes ont mis tant de temps à se manifester au et cinéma, pourquoi les mecs Françaises ont tant de temps à constater qu'il y avait un problème de ce côté-là? C'est plutôt comme ça qu'il faut poser la question, je pense. Et puis aussi, parce que depuis que t'es tchotte, qu'on te dit ferme ta gueule, toi tu dois pondre des œufs, tenir ta baraque, éventuellement tu peux aller faire l'artiste, je sais bien, allez vas-y, 2 minutes, c'est bon, reviens à ta baraque, tu te maries avec quelqu'un qui a du fric ou pas, mais ferme ta gueule, reste là. Tu vois, sois belle, soit va paraître. Et puis pareil pour les comédiennes, tu vois. Je parle, il y a des exceptions tout le temps, heureusement, hein, je suis la preuve vivante de ça, et heureusement qu'il y a des exceptions. Mais majoritairement, c'est ça. C'est ah non, on va prendre une belle nana, t'as vu, elle est refaite, t'as vu? Ça, c'est un truc qui me casse les couilles aussi, qui me casse les ovaires, pardon. C'est un truc, mais sérieux, quoi. Combien de fois vous entendez... dans les journaux, dans des conversations, même à Noël ou machin, entre nous, ah, t'as vu la tronche qu'elle a, elle, quel âge qu'elle a, ah, fais voir, elle est refaite. Les mecs, non. Moi, je peux vous dire, parce que le HMC, c'est le habillage, maquillage, coiffure. C'est là où on se rencontre avant d'aller tourner. Donc, on voit les gens qui se font maquiller, des fois avec leur propre maquilleur, qui viennent perso. Autant les mecs que les gonzesses, hein. Des refaits, il y en a presque autant chez les mecs, des fois...
que chez les meufs. Mais ça, on n'en parle pas. À la rigueur, bon, c'est pour donner bonne mine. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Enfin, si quelqu'un se sent mal avec sa tronche et qu'il a envie de se faire injecter ou transformer, c'est son problème. Alors, dans ce cas-là, il faut arrêter le maquillage. On arrête le maquillage, on arrête les perruques, on arrête on arrête de s'habiller de manière élégante ou pas, on arrête de faire attention. Voilà. S'il y a des gens qui ont envie de faire ça, que ce soit des hommes ou des femmes, bah, qu'ils le fassent et puis c'est tout. On arrête de... Ça me gave. Hein. Et c'est très souvent, on se fout de la gueule des actrices, que ce soit à l'étranger ou en France. Hein. Ah, t'as vu, on dirait un poisson-boule. Ah, t'as vu, lèvres de canard. Ah, t'as vu, machin. Et pourquoi des personnes en arrivent à faire ça, des fois à se défigurer, à plus ressembler, même si c'est réussi? Bah parce qu'il y a une pression derrière. Et c'est qui la pression derrière? Qui est-ce qui a les postes les plus importants? Ceux qui embauchent, ceux qui diffusent, ceux qui produisent, ceux qui réalisent, ceux qui scénarisent. C'est qui en majorité au niveau sexuel? C'est des personnes avec des appareils génitaux extérieurs, à grosse majorité. Bah ouais. Donc forcément, ils pensent... Et quelque part, je veux dire, c'est logique. Puisque les décideurs... si vous donnez quelqu'un qui aime bien bouffer de la pizza et qui décide de... Voilà, je vais faire un film sur de la pizza. Ok. Alors, ok, vas-y. Alors, toi, qu'est-ce que tu proposes? Bah, moi, j'aime bien bœuf bourguignon. Ah, c'est dégueulasse. Non, non, je prends pas bœuf bourguignon. Je prends la salade. Je veux que de la pizza. Bah, forcément, il va prendre des nanas avec des gueules de pizza. Un autre qui aime bien... voilà, je veux dire, c'est aussi con que ça. Si c'est les responsables, les décideurs... Et encore une fois, c'est pas que les réals. Hein. C'est partout. C'est quand il y a une décision de distribution. On va prendre qui comme gonzesse? Ah non, elle est trop vieille. Ah non, elle est trop moche. Machin. Et ces gens-là sont souvent des personnes, voilà, qui dans la vie, mettons, alors le schéma classique, hein, malheureusement classique, une personne donc appareil reproductif extérieur, d'un milieu plutôt bourgeois, voire grand bourgeois, majoritairement, plutôt bien blanc aussi, hein, blanc, blanc, blanc. Et forcément, bah, dans la vie, souvent, ces personnes-là se dirigent plus facilement des gens vers des personnes de leur... Mais alors, comment on lutte contre ça? Ben, moi, je suis... Alors, tout le monde me dit, mais peut-être, je m'en fous. Moi, je suis pour les quotas. Il faut des quotas, et puis c'est tout. Il faut donner des postes à responsabilité, obligatoirement, des personnes aux appareils génitaux intérieurs ou transidentitaires ou transsexuels, ce que vous voulez. Pas que des personnes avec des appareils génitaux extérieurs. Voilà, moi je suis pour ça, les quotas. C'est comme ça que vous appelez les hommes, des êtres avec des appareils génitaux extérieurs? Non, j'appelle les humains, ce sont des humains, les personnes. Il se trouve que parmi les humains, il y a des gens qui sont désignés à la naissance comme hommes, d'autres désignés à la naissance comme femmes, et d'autres désignés, on ne sait pas trop comment, donc qu'on opère d'ailleurs pour certains, pour les rendre... ah non, on va dire que c'est des... Voilà. Vous, c'était femme? Moi, j'étais assignée à la... ouais, on m'a dit, voilà, c'est une gonzesse. Bon. La porte d'entrée dans le métier, c'était Germinal? Quelle belle transition. Voilà, c'est ce qu'on appelle un pont. C'est pour revenir un peu au théâtre et au métier d'actrice. Ça a été Germinal, non, en 93? La porte d'entrée au cinéma? Ouais. Bah, oui et non, on va dire. Parce que oui, ça a été parce que j'avais jamais mis les pieds sur un plateau de cinéma. Et donc, je m'étais dit, encore dans cette histoire où je vous racontais, j'ai essayé de voir plein de trucs. C'est l'année où je préparais mon premier spectacle fauteuil roulant. Hein. Et ils cherchaient des figurants pour faire Germinal qui se tournaient pas loin de là où j'habitais. Et donc, je me suis dit, bonne idée d'aller voir, regarder, travailler les gens. Quand tu es figurant, tu te mets dans un coin, personne qui te fait chier. Donc voilà, j'ai dit, je vais faire ça. Donc j'ai postulé pour faire ça. Et du coup, j'ai pu voir... Germinal de Claude Berry, donc. Ouais, de Claude Berry. Et alors là, il y avait toute une brochette de stars de l'époque. Il y avait Depardieu, Miu Miu, Renaud, Jean Carmet. Il y avait Laurent Terzieff, Fanny Dupéret. Enfin, il y avait... Qu'est-ce qu'ils vous ont appris? Qu'est-ce qui vous a épaté quand vous... Bah, en fait, comme tout, on apprend en voyant des choses, je pense, hein, des choses qu'on aime, des choses qu'on n'aime pas. Par exemple, je voyais des trucs, je disais, ah, ça, j'aime pas, c'est moche. Ouais, j'aime pas comment il joue, j'aime pas comment il dirige ce truc-là. Ah, ça, j'aime bien, ça, c'est beau. Ça, c'est... Puis le côté technique aussi, de voir comment ça... C'est magique, hein, ça, de voir les techniciens...
Moi, encore maintenant, pourtant, j'en fais des plateaux. Hein. Il y a des moments où je ne comprends pas la lumière. Tu as l'impression de les voir. C'est du chinois, quoi. Enfin, pour moi, je ne parle pas de chinois. Une lumière, alors voilà, tu vas te mettre là, échange-moi ça, et fais ça. Et tu vois le résultat, tu es scotché, quoi. Moi, je trouve ça génial. Et sur Germinal, j'ai appris un peu de tout ça. J'ai appris aussi des choses anecdotiques, mais c'est toujours avec les anecdotes que moi, je comprends mieux les choses, parce que je ne suis pas très développé du bulle, comme vous avez pu le remarquer. Donc, il me faut des trucs basiques, et voilà. Et donc, je voyais, par exemple, il y avait un comédien qui m'expliquait, bon, t'es pas comédienne, je vais t'apprendre les bases. Chic, chic, chic. Et le mec qui m'expliquait en fait tout ce qu'il faut pas faire. Hein. Le mec qui me disait. C'est-à-dire bah tu vois, faut que tu te fasses connaître, tu vois, parce que bon, déjà t'es pas bon. Donc il faut que. Il disait pas méchamment. Hein. Alors il m'apprenait à choper le créneau, comme on dit. C'est-à-dire quand vous êtes, pour ceux qui connaissent pas, quand vous êtes filmé. Il y a, les pros ils font comme ça. La caméra, elle est comme ça, l'angle de la caméra, donc tu es comme ça. Comme ça, voilà, tu es en train de filmer. Et puis, toi, tu es figurant, donc tu es à côté, comme chaud. Donc le cadre, il s'arrête là, ok. Donc toi, on voit, mettons ta jambe. Et alors, choper le créneau, c'est faire. Mais juste un peu. Pour qu'après, pour être raccord, il faut qu'on voit l'autre côté. Et là, tu fais, putain, ça y est, c'est bon. Lui, il fonctionnait comme ça. Je me dis, mais c'est quoi l'intérêt? Parce qu'il allait voir tout. Il savait la focale, les machins qu'on met sur les caméras, les objectifs. Il savait comment ça allait être filmé. Donc il dit, bon là, ils ont mis telle focale, donc ça va être serré. Ouais, tu fais à côté, tu fais rien, tu joues pas. Donc des fois, une fois, on faisait une ronde comme ça. Donc la caméra, elle filmait, mettons là, je la filmais comme ça. Elle filmait comme ça. Et on faisait une ronde. Puis il me disait, quand je te tire la main comme ça, tu joues. Donc ça a commencé là. Vas-y. Puis après, c'est bon, c'est bon. Je dis, mais il est malade. Parce que moi, vous voyez au théâtre, je dis, bah, le théâtre, c'est ouvert comme ça. Hein, donc, même si tu es là-bas derrière, tu joues. Enfin, je veux dire, même si tu es ici, tu es un peu dans le noir, ça bouge, enfin, c'est vivant. Donc, puis c'est marrant de jouer. C'est quoi l'intérêt de s'arrêter? Bon, bref, donc il m'a appris ça. Et deuxième truc, c'était... Enfin, il m'a appris. Il m'a appris ce que je ne voulais pas faire, surtout. Puis après, c'était... Ah ouais, le fameux HMC dont je vous parlais, donc les loges où on se fait maquiller, machin, et ça. Il y avait un producteur, il y avait le réal, il y avait des restats de l'époque, il y avait Depardieu, machin, et ça, bref. Donc, t'arrives, tu fermes ta gueule, hein, parce que toi, t'es pas connu, t'es qu'une merde, donc t'es là, tu te mets dans ton coin, puis t'attends qu'on t'appelle. Et lui, il arrivait... Regardez comme ça un truc. Ah, Pyrrhus, tu m'as trop entendu. Puis ça, puis il me fait, t'as vu? Je dis, ah ouais, ça j'ai vu. Parce qu'il se tapait la honte, le mec. Hein. Il me dit, bah, parce que t'as vu qu'il y avait un producteur. Il y a un producteur qui est là. Donc, il a entendu que je savais chanter en anglais. Il a vu que je savais faire des claquettes. Et il a vu que je sais faire du théâtre en disant Pérus et tout. Je dis, mais t'es barjou, tout. Et le mec, il fonctionnait que comme ça. C'est-à-dire que, en fait, on est tous aussi un peu comme ça, hein, je pense. Vous êtes comme ça aussi, un peu? Bah, ouais, moi, j'ai un gros ego. Bah, les acteurs, ils ont forcément des gros égos, sinon on ne serait pas là. Mais il est où, votre ego, alors? Vous voulez vraiment le savoir, Fabienne? Oui. Ben, je sais pas, il est mon ego. En tout cas, il est très gros, mais il faut être... Même après tout ce que vous avez subi, d'avoir été malmené, l'ego, ça reste quand même? Ben, moi, j'ai envie de dire que c'est peut-être grâce à un ego surdimensionné que ça m'a aidé. C'est comme une bouée, ça m'a aidé à rester en haut. Peut-être, hein, peut-être je me trompe, je sais pas. C'est dû aussi à des rencontres et ça... Il faut remettre ça dans le contexte, il n'y a pas une baguette magique. Mais en tout cas, je pense que l'ego... ça aide, ouais, moi je pense que ça aide. Et puis des acteurs sans ego, ça n'existe pas, et tant mieux. C'est quoi l'ego? Alors ça, il faudrait demander à un bouddhiste ou à je sais pas quoi, mais je sais pas. L'ego, c'est tout et son contraire. Ça peut être caricatural, je pense. Hein. Moi, je suis pas philosophe et machin, comme vous avez pu le constater, mais je pense que c'est dans le bon sens du terme, selon moi, ce serait
ce qu'on respecte de soi. C'est le truc qu'on veut voir le matin quand on se regarde dans le miroir. Par exemple, il y a des trucs dont moi je ne suis pas très fier, hein, parce que j'ai fait des choses pas très bien dans ma vie non plus, ou dit des choses pas très bien non plus, mais j'essaye de faire en sorte que le matin, quand je me brosse les dents et que je vois mon reflet dans le miroir, ben, que cet ego-là, il n'est pas à baisser les yeux. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est pas très clair peut-être. Si. De ne pas avoir honte des décisions que j'ai prises. C'est super dur parce que des fois, on propose par exemple un sujet, un projet ou n'importe quoi, et tu veux faire plaisir à l'un, ou tu veux te dire ah putain, ça va être payé autant, je vais avoir des sous, ou alors je vais rencontrer telle personne, ça va être génial, j'ai tourné avec un tel, ah trop bien. Oui, mais il y a un oui mais dedans qui est important. Et là tu fais ouais mais ok. Par exemple, moi on m'a déjà proposé une pub une fois pour une banque, j'ai dit non mais le monde à l'envers quoi. Bah, il y a longtemps de ça. Hein. Maintenant, non. Je dis, bah non. Oui, mais c'est payé. Attends, combien c'était payé à l'époque? 10 000 €. Vous imaginez 10 000 €. Alors, on ne m'avait pas présenté le truc comme ça. On m'avait dit, ouais, je crois que c'est ça, 10 000 €. En tout cas, c'était une grosse somme. Pour moi, c'était une grosse somme. Et puis, ouais, mais au début, ça me présentait ça comme un mini-tournage. Et à la fin, j'ai compris que c'était une pub pour une banque. Je suis dit, non, mais 10 000 €. C'est là que l'ego, il fait « Vas-y, fais-le. Tu te rends compte de ce que tu vas pouvoir faire après. Tu vas pouvoir consommer, polluer. » Voilà, et là, tu es au téléphone et tu fais « Ah putain, faut que je dise non, parce que sinon mon ego, il va faire... Comment je fais ?»« Non, je fais pas, je te rappelle. » Et là, tu vas à la salle de match, mais t'es con, putain, t'as encore ça à payer. Mais le lendemain matin, quand j'ai lavé mes dents, ben... Je l'ai fait en me regardant, tu vois. Cet attachement au Nord, on a vu que vous vivez toujours à Roubaix, vous cultivez un peu votre accent, que vous pourriez changer, votre parler. Malgré tout ce que vous avez pu vivre là-bas, cette enfance, cette jeunesse que vous dites difficile, pourquoi garder ces racines-là? Vous auriez pu avoir envie de tout balancer? Je l'ai fait. Hein. Puis, j'habite pas au même endroit. Le Nord, c'est très, très vaste. Hein. Sûrement. C'est très vaste, très varié, contrairement à ce que ceux connaissent pas le Nord. Bon, puis je dis pas que le Nord c'est mieux qu'ailleurs. Hein, bon, il se trouve que c'est là, point barre. Mais je ne vis pas au même endroit que là où j'étais. Et puis j'ai vécu dans mon enfance des choses aussi très bien. Hein. Voilà, mais comme tout le monde, hein, on n'est pas voilà. Pourquoi le Nord? Parce que en fait, quand j'ai commencé à travailler, j'avais dans ce milieu-là, j'avais 28 ans, et qu'à l'époque, béni. Il y avait beaucoup de compagnies petites, moyennes et grandes dans le Nord-Pas-de-Calais. Donc voilà, je faisais des fois 4 créations par an, hein, des trucs de ouf, quoi. Donc je suis resté là parce qu'il y avait du taf. Mais avant de revenir dans le Nord, je suis allé habiter dans plein d'endroits différents, voilà. Et puis à un moment donné, quand j'ai compris qu'en fait il n'y avait pas d'endroit idéal. À un moment, j'étais venu habiter à Paris aussi, en me disant ouais, putain, à Paris, il se passe plein de trucs. J'étais pas du tout comédienne à l'époque, hein, mais je rencontrais des gens, c'est là. Ouais, tu rencontres des gens, il se passe des trucs bien quand tu as de la thune et que tu es dans un endroit, dans un milieu où c'est bien, quoi. Mais là, c'était pas mon cas. Ça même pas du tout. Fait que je me suis sauvé et puis j'ai compris que ça n'existe pas un endroit idéal, en fait. Il faut toujours, enfin, tout le monde l'a vécu, ça. Où que tu sois, si tu es mal dans tes pompes, si tu n'es pas clair avec ton ego le matin dans le miroir, ben, où que tu sois, à un moment donné, ça ne va pas le faire, quoi. Alors après, tu peux te mentir, tu peux dire je vais aller à un endroit. Le midi, j'ai essayé aussi. Hein. Bah, au bout de 2 mois, c'est tout fini. Hein. Bon, voilà. Il n'y a pas d'endroit idéal, mais même le Nord, je ne dis pas que c'est idéal, hein. Ce n'est pas du tout ce que je dis. Moi, l'endroit où je vis, ça me convient parce que c'est une mixité et sociale, et de nationalité, il y a de tout. Maintenant, malheureusement, il y a beaucoup d'extrême droite aussi dans le Nord-Pas-de-Calais comme partout ailleurs, mais jusqu'à l'extrême gauche, il y a toutes les couleurs, toutes les religions, toutes les nationalités, et tout ça se mixte,
et fonctionne terriblement bien. Et ça donne, je veux dire, on sait bien que c'est toujours les endroits où il y a le plus de mixité, où c'est là où il y a des choses les plus innovantes, les plus riches, les plus agréables à vivre. Donc c'est pour ça que je suis là-bas. Mais là, je cherche un autre endroit. Alors si vous avez des plans... Pourquoi vous cherchez un autre endroit? Vous avez envie d'installer une communauté d'amis? Alors c'est surtout pas une communauté, parce que pas de ça chez nous. Pourquoi? Parce que j'ai testé pour vous et qu'au bout d'un moment, ça me gave. Qu'est-ce qui vous gave dans la communauté? J'aime pas quand on peut pas être soi-même. Voilà. Alors moi, il faut qu'on puisse être soi-même, mais en respectant les uns les autres. C'est-à-dire, c'est pas supporter les... voilà. Puis tout le monde le sait, au bout d'un moment, ça peut tenir en vacances 15 jours, puis après, au bout de 3 semaines, c'est vas-y, là, tu me fais chier, elle fait du bruit avec ses gosses, là, tu me fais chier avec sa musique, là, tu fais chier... Enfin bon. Donc, il faut trouver un endroit... Alors, je vous fais la liste, comme ça, si vous... Hein, où on peut se baigner. Moi, je veux vivre dans une carte postale, où on peut se baigner, on peut faire de la permaculture, donc il ne faut pas des sols pourris, ni pollués. Il faut qu'il y ait quand même un peu de soleil. Bon, genre la Côte d'Opale, ça me va. Et puis, on est 13 personnes, on cherche un endroit où on mettrait des habitations qui pollueraient pas, genre des tiny, mais pas des tiny en plastique, ou je sais pas, n'importe quoi, un truc qu'on construit, des cabanes. Alors, le but étant de consommer le moins possible, de polluer le moins possible, d'être indépendant au niveau énergie le plus possible, de faire de l'éducation populaire avec les gens, au niveau local, d'échanger, d'accueillir des migrants, d'accueillir des sans-pape, d'accueillir des gens, voilà, tant que faire se peut, et avec tout ça avec les gens avec des locaux, quoi. Donc ça fait beaucoup de... Et puis il faut que ce soit un maximum 60 minutes d'une gare TGV, parce que je continue à bosser. Voilà, maman, il faut bien qu'elle ramène les sous à la maison. Quand vous travaillez, votre imaginaire d'artiste, il se fonde sur quoi? Il y a des influences, puisque vous dites que vous n'avez pas, que chez vous, il y avait que la télé, que vous lisiez pas. Alors, sur quoi vous vous accrochez pour votre culture, vos fondements? Il y a un peu de tout. Hein. À la télé, il y a eu des trucs bien. Hein. Moi, je ne le regarde pas en live, parce que là, ça devient vraiment des moments... faut tomber sur le bon moment. Hein. En replay, en revanche, encore hier... Non, mais quand vous étiez gamine. Ah, quand j'étais gosse. Qu'est-ce qui vous a fondé? Quand j'étais gosse, il y avait plein de choses. C'était bon, c'était pas comme maintenant où tu cliques un truc sur Internet, tu sais ce qui se passe. Donc j'entendais ce qui s'écoutait à l'époque. Tu avais des trucs, les disques d'Henri Tachant, des Kilapayoun. Tu avais des trucs du côté de J'avais un frangin qui était beaucoup plus âgé que moi, donc il écoutait des trucs genre du rock, Black Sabbath, Slade, Pink Floyd, des trucs comme ça. Hein. Moi, les Beatles, je pensais que ça voulait dire un garçon avec des cheveux longs, hein, pour dire le niveau. Et je pensais que ça s'écrivait B-I-T-E-U, enfin Beatles. Et il y avait des disques des Beatles, Beatles. Et un jour, j'ai eu la révélation, j'ai compris que ça voulait dire Beatles. Pour te dire le niveau. Et je me suis dit, putain, c'est de l'anglais, je vais apprendre l'anglais. Donc, il y avait parfois sur les pochettes de disques, c'est des chansons écrites en anglais. Notamment, je me rappelle d'une chanson, c'était de Simon & Garfunkel. C'était écrit en anglais derrière sur la pochette. Donc je m'étais dit, d'accord, yes, ça veut dire oui. Donc Y c'est O, E c'est U, S c'est... Alors j'ai essayé de traduire comme ça, et je voyais que des moments ça rentrait pas dans les cases. Ça faisait partie de ma culture, voilà. Alors il y avait des trucs en espagnol, bon, les Quilapayún, hein, est fameux pour ceux qui connaissent, groupe chilien, machin, hein, que j'avais vu dans des endroits. À l'époque, il y avait beaucoup d'endroits comme la Fête de Liberté, tout ça, où il y avait ce genre d'artistes. Henri Tachant, Lenny Escudero, enfin... tous les gens de la Fête de l'UMA, quoi. Tous les gens de la Fête de l'UMA, sauf Johnny. Ça, on n'avait pas le droit d'écouter Johnny à la maison. Non, c'était pas le genre de la baraque. Il y avait des fois même des disques de musique classique. Moi, je savais pas. Hein. Il y avait du jazz, il y avait les Capnouls. Les Capnouls, c'est un truc du Nord, des chansons. Bon, bref. Il y avait
des trucs, toutes sortes, puis des trucs italiens, des fois des trucs allemands, enfin de tout, vraiment de tout. Alors tout ça, ça faisait un mélange. Puis il y avait ce qui passe à la télé. Il y avait une émission, ça passait le samedi. C'était des variétés, ça s'appelait Maritier et Gilbert Carpentier. La rigolade. Alors des fois, fallait pas trop dire qu'on aimait les trucs de variété, ça faisait un peu bidon. Surtout moi à l'école, je faisais vraiment, mais c'est naze, la variété et tout ça. Sauf quand c'était Dave. Alors en loose day. Le premier disque de ma vie que j'ai acheté, c'est un disque de Dave. Voilà. Et puis il y avait après, plus tard, ça a été... comme il y avait, je vous ai dit, des trucs de rock et tout ça, il y avait des bouquins genre rock and folk, je sais pas si ça existe encore, ou des trucs comme ça. Et moi, j'écoutais des trucs, je me rappelle d'un live Deep Purple, qui s'appelait Made in Japan, pour ceux qui connaissent. Moi, j'adore ce truc-là, parce qu'on entend les gens réagir, gueuler, tout ça. Je dis, ah, putain, ça, c'est la révolution. C'est vraiment la révolution. Les mecs, c'était nos futurs, nique ta mère. Je comprenais pas, hein, mais pour moi, ça évoquait ça dans ma tête de gamine, quoi. Je disais, putain, c'est ça qu'il faut faire. Et je comprenais en voyant ces putains de magazines où on voyait des gens défoncer, tout ça. Je disais, ah, mais c'est ça, la révolution, c'est... faut se défoncer. C'est pour ça que vous vous êtes défoncé? Ah oui, pour moi, c'était vraiment un geste politique au départ. C'est ça que je voulais... C'est vrai, quand j'étais en 4e, j'avais lu un bouquin, ni fait ni à faire d'ailleurs, je dirais pas le titre parce que c'est pas gentil, mais voilà, c'était un bouquin qui était à la mode à l'époque, qui parlait soi-disant d'une personne qui se retrouvait, qui faisait une sorte de voyage initiatique dans la cam à travers, entre Paris et Katmandou, pour la faire simple. Franchement, pas bon, hein, mais j'avais lu ça vite fait, mais je dis, ben voilà, dans ma vie, je veux faire droguer. Parce que pour moi, c'était... vraiment un moyen de vivre des choses extraordinaires, d'aller contre les méchants et tout ça. Non, non, non. Bon, 20 ans après, je me suis rendu compte que je m'étais complètement gouré et qu'en fait, dans l'état où j'étais aussi bof que les bofs dont je me foutais. C'est-à-dire, à l'époque, les bofs, c'était ceux qui regardaient le sport à la télé en buvant de la bière, voilà, avec la femme derrière qui fait la bouffe dans la cuisine. Moi, c'était la caricature du bof. En fait, moi, j'étais pareil, j'étais défoncé avec ma shooteuse, en train de regarder... Ah putain, il y avait une émission, mon Dieu, mon Dieu. C'était au début où il passait des trucs à la télé la nuit. Ça s'appelait Voisin, Voisine, je crois. Un nom comme ça. C'était un truc qui était filmé non-stop avec des comédiens qui faisaient comme ils pouvaient, qui improvisaient sur j'imagine maintenant, une espèce de canevas pas très facile, quoi. Et, voilà. Et quand tu regardais ça, c'est que vraiment, il y avait ça, puis chasse et nature, je sais pas quoi, avec la grotte de Lascaux. Là, vraiment, quand tu étais à regarder ça à la télé, c'était que tu avais touché le fond. Tu étais tout seul. Et vous n'aviez pas peur d'y passer? Du passé? D'y passer, de mourir? Ah bah si. Ah bah si, moi, qui n'a pas peur de mourir, enfin, je veux dire, Non, mais en se droguant à ce point-là. Bah, tu sais, quand vous savez, Fabienne, quand vous employez une aiguille pour l'enfoncer dans votre derme et votre épiderme, grosso merdo, à chaque fois que tu te shootes et que tu te dis, bah là, si je m'envoie une bulle ou que je me fais noder, là, peut-être je suis en train de vivre les dernières secondes. Moi, il n'y a pas une fois, j'y ai pas pensé, hein, pas une fois. Mais quand j'ai compris qu'en fait, mourir, c'était une porte de secours, c'est-à-dire que c'était tellement devenu du non-sens, ce que je veux, mais vraiment du non-sens, ça n'avait plus ni queue ni tête, c'était du grand n'importe quoi, qu'à un moment, quand j'ai compris que si... alors, moi, je n'employais pas je dis maintenant suicide, mais à l'époque, je ne le disais pas comme ça. Dire, en fait, si je meurs, tout s'arrête. Donc, c'est le bon plan. Donc, on va peut-être un peu jouer avec le feu, puis si jamais ça arrive, bingo, quoi, j'aurais gagné. Jusqu'au jour où une femme m'a fait monter sur un plateau. Et là, je me suis rendu compte que je pouvais dire des choses, je pouvais exister, tout simplement. Enfin, j'avais le droit d'être là, quoi. Et ça a tout chamboulé, quoi. Parce que là, du coup, il y avait la porte de secours numéro 1, mais là, il y avait la porte de secours numéro 2, qui était celle-là, quoi. C'est-à-dire que je pouvais vivre des choses, dire des choses, représenter des choses. Vous parliez tout à l'heure de l'accent. Pour d'autres raisons, je fais exprès
très souvent de l'exagérer, parce que j'estime qu'il n'y a pas raison qu'il y ait une seule forme d'accent qui ait lieu sur un plateau, que ce soit de théâtre ou cinéma. On est représentatif tous autant qu'on est d'un endroit d'où on vient, que ce soit Bourges, Prolo, province, Paris, étranger. Voilà, on a tous le droit d'être là. La preuve, c'est qu'on y est. Donc pourquoi il n'y a pas cette représentation-là? Vous parliez du fait d'aimer sans les dire. Outre le fait que ça me fait marrer, je trouve ça important de le faire parce que pourquoi il faudrait toujours être la belle petite nana ou la femme très élégante et qui parle comme ça. Tu peux être pas élégante, puis élégante, ça veut dire quoi par rapport à qui? Le goût des autres, comme disait le film de Bakri et Jaoui. Le goût des autres, c'est quoi? Enfin, le goût des autres, en fait, on a tous le droit d'être là, qu'on soit n'importe quelle couleur, qu'on soit moche, gros. Enfin, moche, puis moche, c'est quoi? Et gros, on dit gros, bah ouais, gros, et alors c'est quoi le problème? Puis il manque un membre, ouais, c'est chiant, mais pourquoi on n'aurait pas le droit de jouer Hamlet en n'étant pas blanc, en étant une femme, par exemple, en étant dans un fauteuil roulant et en parlant avec l'accent ch'ti. Alors des fois, on me disait, tu peux pas jouer, par exemple, Platonov avec l'accent ch'ti. Et pourquoi? Qui c'est qui a dit qu'on n'avait pas le droit? Non, mais sérieusement? Tu respectes pas l'auteur? Mais je m'en fous, il est mort, déjà, et d'une. Et puis, après, je dis pas que j'ai raison. Hein. Moi, je pense que quand on est sur un plateau, c'est un devoir de... Et quand on est créateur, c'est-à-dire le metteur, le machin de ça, ou l'interprète, si c'est pour refaire la même chose, je sais pas, la Joconde, elle existe, c'est pas la peine d'en faire 10 autres à côté, hein. Il y en a un, là, voilà, c'est bon. Donc on peut s'inspirer d'eux, puis aller vers autre chose. C'est ça qui est drôle. C'est ça qui est drôle. Et pourquoi on pourrait pas faire Platonov avec l'accent ch'ti sans tomber? Je parle pas de tomber dans la comédie, hein, du tout. Platonov de Tchekhov, hein, je dis. Hein? Platonov de oui, Tchekhov. Parce que Tchekhov, j'ai beaucoup de mal avec Tchekhov. Franchement, hein, genre là, non, j'y arrive pas. C'est pas grave, hein, mais j'y arrive pas. Mais pourquoi? Parce que si c'est au point de devoir respecter, dans ce cas-là, on le joue en russe. Le mec, il me semble qu'il a écrit en russe. Alors on le joue en russe. Non, mais oui ou non? Voilà. Est-ce que vous avez des questions à poser à Corinne Maziero? Puisque vous avez le droit, elle vient de vous le dire. On a tous les droits. Je ne suis pas obligée de vous répondre, je vous le dis tout. Madame? Je voulais savoir quand sortait la saison 3, je crois, de Captain Marlowe, s'il vous plaît. Je vous vois pas. Si. D'accord. Allô? Donc je disais, je voulais savoir quand est-ce que sortait la saison 3 de Captain Marlowe. Alors, aucune idée. Vraiment, je ne sais pas du tout. Je ne m'occupe pas de ça. Je sais... Moi, les films, on en fait en moyenne 4 par an avec José. La chaîne, je ne sais même pas comment à quel moment ils décident de diffuser les choses. Je peux vous dire qu'on est en train de filmer le numéro 19 ou 20, je ne sais plus en ce moment. Et après, on va en faire un autre à la Guadeloupe. Voilà. On en a déjà filmé plusieurs qui n'ont pas encore été diffusés. Donc, j'en sais rien. Je pense qu'ici, à l'automne, il va y avoir diffusion de... Je crois un qu'on avait fait avec Didier Morville, un qu'on avait fait avec... en général, ils diffusent 2 nouveaux trucs, puis un truc qui est déjà passé. Bon, voilà. Donc il y a de quoi faire jusqu'à l'année prochaine. Hein. Mais ça, je serais pas... faut demander à la chaîne. Je sais pas, moi. Madame? Est-ce que vous en ce moment. Oui. La question de la dame, c'était si j'allais faire les planches. J'en fais, oui. J'en fais de temps en temps un lecture-spectacle qui s'appelle Une vie bien rangée d'Adolphe Van Meirhaeghe, qui est la dame Adolphe Van Meirhaeghe, elle est l'actrice qui joue dans le film Les Invisibles, pour ceux qui l'ont vu, qui est pour moi la star du film. Voilà. Donc je lis son livre, on fait une mise en scène de cette lecture-là avec des potes depuis environ 2 ans. Et on va le jouer à Paris au printemps prochain, je crois. Et puis après, il y a des propositions de théâtre, mais malheureusement, ça prend beaucoup de temps, le théâtre. Et tant mieux, hein, je veux dire, pour répéter, puis après pour le jouer. Et comme j'ai beaucoup
de tournage, je ne peux pas me libérer. Donc, pour que je me libère plusieurs mois, il faut vraiment que je tombe sur un truc qui me botte à fond les ballons, quoi. Et ça, c'est difficile. C'est difficile. Pour moi, hein, je ne dis pas que ce n'est pas de la qualité ce qu'on me propose, mais il faut que pour que j'adhère vraiment, voilà. Mais j'aime ça. Oui, je suis là. Bon. Oui, c'est là. Oui. Ah, pardon. Je suis dans l'ombre. Je suis Miron. Oui, non, simplement, je voulais vous demander, je ne sais pas si c'est une question que vous êtes posée, est-ce qu'il y a un ou des films dans lesquels vous auriez aimé jouer, dans ceux qui ont... Dans ceux qui existent? Oui, dans ceux qui existent. En regardant la télévision ou en allant au cinéma, vous vous êtes dit ça à un moment, tiens ça, j'aurais aimé. Oui et non, parce que bon, ce qui est fait n'est plus à faire. Donc moi, la nostalgie, c'est pas trop mon truc. Je suis pas trop comme Simone Signoret de ce côté-là. Malheureusement, j'ai pas son talent. Mais si. Non, j'ai pas son talent. mais si. Il y a un truc, moi j'adore quand il y a des dialogues, je kiffe les dialogues, ça rase. Et il y a un film c'est le film que j'ai plus regardé, je crois, qui s'appelle Buffet froid, un film de Blier, où c'est des situations, mais tellement, ça n'a ni queue ni tête. En fait, ça en a, hein, mais c'est tellement, la première fois que j'ai vu ça, je savais pas du tout qui était Blier, je savais même pas ce que c'était ce film. Je connaissais Depardieu comme tout le monde, mais c'est tout. Voilà, genre de truc, ouais, ça j'aime bien. Puis après, je sais, je serais pas trop de vous dire, voilà, mes films préférés c'est ça, les machins, je sais pas trop, j'ai pas ça en tête, faudrait que j'y réfléchisse. Mais en revanche, il y a plein de trucs. Là, moi, je rêvais de bosser avec Kervernay de Lépine. Et vous l'avez fait au mois d'août, voilà, avec Blanche Gardin et Denis Podalides, entre autres. Et ça, une histoire de gilets jaunes. Hein. Ouais, à la base, ça se passe, on imagine, ce que j'espère n'arrivera jamais, la fin des gilets jaunes. Et des gens qui se sont connus sur les ronds-points et qui partent en guerre contre les GAFA. Et le rôle principal est tenu par Blanche Gardin. Et ça, c'était... Voilà, moi, j'avais un rêve, c'est de tourner avec... J'avais déjà tourné avec Gustave, mais lui en tant que comédien, pas en tant que réal. Et puis là, ça s'est fait. Ça a été un mois de bonheur total. Vraiment, ça c'est des trucs comme ça. Après, moi, j'ai envie de tourner avec des gens avec qui je m'entends bien et qui cherchent, qui essayent et qui se trompent aussi, qui n'ont pas peur de se tromper, et dans le fond et dans la forme, et qui on teste des trucs. Voilà. Bonsoir. Encore une question. Corinne, bonsoir. Bonsoir. On m'avait donné 2 questions, alors. Ah. Allez-y, on m'avait donné le micro, alors je me permets bien sûr. de poser ma question. J'ai lu votre interview il y a 2 ou 3 mois où vous étiez à l'affiche de Télérama, enfin en première de Télérama, en couverture. Et déjà, on rappelait vos problèmes de drogue, de sexe, de trucs et de machins. Et ce soir, bon, Madame Paco vous a rappelé les mêmes choses. Vous n'en avez pas marre qu'on vous rappelle toujours ça? Bah, moi, quand j'en ai marre d'un truc, je réponds pas. Hein. Donc, d'accord. Voilà. Après, il n'y a pas de questions indiscrètes, il n'y a que des réponses indiscrètes. Moi, le fait de parler de tout ça, c'est parce que, bon, peut-être c'est complètement con de ma part, mais je trouve que c'est important de dire, si quelque part, un jour, quelqu'un entend ça, voit ça, il va se dire, et qui est dans la même situation que moi à cette époque, il va se dire peut-être, ou elle va se dire peut-être, ou elles veulent se dire peut-être, ah ben, il y a peut-être possibilité de rebondir un moment. C'est juste pour ça. C'est juste pour dire ça. Et voilà, s'il faut donner des détails croustillants, je les donne pas forcément. Ou peut-être, voilà. Mais c'est important. Si moi j'ai un truc à dire, bon, je suis pas quelqu'un de très intéressant là-dessus, mais en tout cas, ça, ce que je sais, c'est que qui qu'on soit, dans quel état on soit, les pires pourritures qu'on ait pu vivre, si on a des dossiers voilà, on peut, à un moment, avoir le droit d'exister si on s'autorise à le faire, avec ce fameux ego dont je vous parlais dans le miroir. Il faut oser, quoi. Faut pas avoir peur d'avoir peur non plus. Il faut aller au-delà de la peur.
Et puis surtout, pour ceux qui ont réussi à s'en sortir, c'est de continuer à garder la porte ouverte pour les potes autour. Parce que c'est pas facile quand on a dans son entourage proche, que ce soit amical ou familial, quand il y a quelqu'un en désespérance comme ça, dans des situations de détresse, etc., on ne sait pas comment faire souvent. Hein. C'est souvent les questions qu'on me pose par rapport à ce genre de témoignage. On me dit « Ouais, moi je connais quelqu'un qui... » Il n'y a pas de solution. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il faut... Évidemment, il faut faire gaffe, il ne faut pas faire n'importe quoi. Mais en tout cas, dire à la personne qui est dans la merde, la porte, elle est tout le temps ouverte juste pour te reposer. Voilà, il y a un coin de canapé, il y a toujours un truc à bouffer, tu peux dormir là à un moment, où je peux t'écouter à un moment. Chacun fait comme il peut. Hein. C'est juste à ça que ça sert, hein, ces témoignages, en ce qui me concerne. Une dernière question. Après, il faudra laisser la place à Edgar Morin. Et là, vous avez intérêt à rester. C'est autrement plus intéressant. Mais non, mais non. Bonjour. Chez vous, je trouve qu'il y a un petit côté subversif, avec plein d'humour, un côté très humble. J'aurais, je crois, 30 questions à vous poser. Mais en fait, je voulais vous dire surtout que je trouve que vous êtes une comédienne exceptionnelle. Et que vous me touchez plus que tout. Et je suis sûr que vous avez une immense culture, même si vous vous en défendez beaucoup quand vous parlez. Mais merci monsieur, hein, mais une culture, on en a tous, hein. On a tous, quelle qu'elle soit, on a tous une culture. Il n'y a pas ce que je souhaitais, ce dont je voulais témoigner. Vous voyez, je parle pas très bien, je cause pas très bien la France, mais même si je cause pas très bien la France, j'ai une culture. Vous en avez une, chacun ici en a une, quelle qu'elle soit, mais il n'y a pas une culture, c'est ce que je veux dire, il n'y a pas une culture dominante qui doit justement dominer, notamment dans le spectacle vivant ou dans le cinéma ou à la télé. Il faut, quand je parlais de quotas, que toutes ces cultures-là se retrouvent, soit données, soit représentées, parce que c'est que dans la mixité, c'est un mot important, je trouve, hein, mais moi je le vis au quotidien, c'est que comme ça qu'on va s'en sortir, les gars, les filles, hein, faut pas croire, hein. C'est pas en restant chacun borné, voilà. Et c'est pour ça, vous dites humblement, je suis tout sauf humble. Je suis actrice, hein, faut pas l'oublier. Donc je suis pas humble du tout. Mais en tout cas, c'est un petit témoignage comme ça qui fait que j'espère, en tout cas, que le petit parcours que j'ai sur cette terre permettra peut-être à des gens comme ça qui pensent de manière étriquée, voilà. Peut-être qu'à un moment donné, les œillères, elles vont faire un petit peu ça. Au contraire, c'est tout l'inverse de l'humilité, ce que je viens de dire là. Hein, mais voilà, si j'ai un souhait à faire, c'est ça. C'est nos œillères, j'en ai aussi, hein, des grosses. Hein, voilà. J'espère qu'apprendre à ouvrir un petit peu nos regards et nos palpitants. Et puis venez à la manif samedi, voilà, on en parlera. Merci Corinne Maziero, merci de nous avoir écoutés.